Territoire du Wyoming, décembre 1879. La neige tombait épaisse et lourde, et quand Pierre Montagne aperçut la silhouette qui trébuchait entre les arbres, il faisait presque nuit. Il tira sur les rênes de son cheval, le cœur battant fort. La femme se déplaçait lentement, comme si ses membres étaient raides de froid. Son manteau était déchiré à l'épaule et ses mains étaient nues. Elle n'était pas habillée pour le froid, pas pour ce genre de froid. Pierre descendit de selle avant même qu'elle ne le remarque. « Madame » appela-t-il d'une voix tranchante dans le silence. « Arrêtez-vous là, je ne vous veux aucun mal. » Elle se figea, vacilla, puis tourna son visage pâle vers lui. Ses lèvres étaient gercées, les joues à vif par le vent, et ses yeux grands et sauvages le fixaient. « Je ne vais pas vous faire de mal. » répéta Pierre en levant ses deux mains gantées. « J'ai une cabane juste après cette crête, vous avez besoin de chaleur, venez un instant. » Elle sembla vouloir fuir, mais ensuite ses genoux cédèrent, et elle s'effondra lourdement dans la neige. Pierre courut vers elle, la rattrapant juste au moment où elle commençait à tomber en avant. Son corps était léger de faim, tremblant de froid. Quand il la souleva, elle laissa échapper un souffle étranglé et murmura « S'il vous plaît, ne me laissez pas, je ne vais nulle part. » dit-il, tirant déjà la couverture de rechange de sa sacoche de sel et l'enveloppant autour d'elle. Il la mit sur son cheval, monta derrière elle et garda un bras autour d'elle pendant tout le trajet de retour. Elle était à peine consciente quand ils atteignirent la cabane, un petit endroit rustique niché dans les pins, mais elle remua quand il la porta à l'intérieur et la posa près du poêle. Pierre attisa le feu ou alluma les lanternes et versa de l'eau chaude dans une bassine. Il travailla vite, enlevant ses vêtements mouillés, les remplaçant par une chemise de flanelle sèche et des chaussettes de laine. Il essaya de ne pas regarder trop longtemps ses côtes meurtries ou les raflures rouges vives sur sa hanche. Elle grimaça, mais ne dit rien. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il d'une voix plus douce. « Vous êtes à l'intérieur, je suis Pierre Montagne, quel est votre nom ?» Elle cligna des yeux vers lui, étourdie. « Céleste, dit-elle après une longue pause. »« Céleste Dubois. » Il hocha la tête. « Avez-vous assez chaud ?» Elle fit un petit signe de tête, puis se recroquevilla plus étroitement sous la courte pointe qu'il avait posée sur elle. Pierre lui fit du thé, puis de la soupe. Elle sirota les deux en silence, ses mains tremblant. Encore elle ne le regardait pas longtemps, mais quand elle le faisait, il voyait là peur dans ses yeux et quelque chose d'autre en dessous, le chagrin profond, et installé, il attendit qu'elle ait fini la soupe avant de demander « Que vous est-il arrivé, Céleste ?» Ses yeux tombèrent au sol. « J'étais avec un convoi de chariots, nous avons quitté Laramie il y a 2 semaines. L'homme qui nous dirigeait, il a dit que nous arriverions à Rawlins avant la neige, il avait tort. » Pierre écouta calme et immobile. « Nous avons été pris dans une tempête près d'Elk Mountain, tout a mal tourné, 2 chariots se sont renversés, les chevaux ont gelé, quelques hommes ont pris des provisions et sont partis. Mon frère, il est mort la première nuit, sa voix se brisa, je ne sais pas combien, sans son sorti. J'ai marché pendant 3 jours. » Pierre déglutit difficilement. « Vous avez de la chance d'être en vie. » « Je me sens pas chanceuse. » Il n'avait pas de réponse à cela, alors il hocha simplement la tête et jeta une autre bûche dans le poêle. Cette nuit-là, il lui donna le lit et dormit dans le fauteuil à bascule près du feu. Elle ne protesta pas, se recroquevilla simplement sous les épaisses courtes pointes et tourna son visage vers le mur. Le lendemain matin, elle était silencieuse, mais plus forte. Elle l'aida à réparer la clôture autour de l'enclos, son mouvement raide, mais régulier. Le soleil était sorti et le pire de la tempête était passé. « Vous vivez seul ici ?» demanda-t-elle en enroulant la ficelle autour d'un poteau fendu. « Pour l'instant, dit-il, je suis un ranger, je patrouille les Hautes-Vallées. » Maintient la paix là, où il n'y en a pas. Elle le regarda, alors les sourcils froncés. « Vous ne semblez pas être le type. » Quel type est-ce ? Elle haussa les épaules et se retourna vers la clôture. Il rit. « J'ai pris l'insigne après que mon frère a été tué à Cheyenne. J'ai pensé que quelqu'un devait se tenir entre les bonnes personnes et ceux qui leur prennent. » Céleste resta silencieuse longtemps. « Je pensais comme ça aussi avant que quelqu'un viendrait, que quelqu'un aiderait. » Pierre s'arrêta, et ils ne sont jamais venus. Elle leva les yeux vers lui. « Pas jusqu'à maintenant. » Cette nuit-là, elle s'attarda près du feu après le souper. Ses cheveux étaient encore humides du lavage. Il remarqua la façon dont elle regardait les flammes, les mains jointes sur ses genoux. « Vous prévoyez d'aller à Rawlins quand vous serez assez forte ?» demanda-t-il. « C'était mon intention, » dit-elle lentement. « Mais je n'ai pas d'argent, plus de famille, je n'ai aucune idée de ce que je ferai une fois là-bas. » Il se pencha en avant. « Vous pourriez rester ici un moment, jusqu'à ce que vous compreniez les choses. » Céleste rencontra son regard. « Pourquoi êtes-vous gentil avec moi ?» Pierre hésita. « Parce que vous aviez besoin d'aide, et parce que je sais ce que c'est de tout perdre. » Elle le regarda longtemps, puis hocha la tête. « Je vais rester un peu. » Les jours passèrent, ils tombèrent dans un rythme coupé du bois, faire bouillir du café, entretenir les pièges que Pierre avait posés le long de la lignée d'arbres. Céleste était silencieuse, mais elle commença à sourire davantage. Elle rit une fois à son surpris.
Chaleureux qui fit mal à la poitrine de Pierre d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, il se surprenait parfois à la regarder, la façon dont ses mains bougeaient quand elle pétrissait la pâte, la façon dont elle se tenait dehors au crépuscule, les yeux fermés, le visage tourné vers le vent comme si elle écoutait quelque chose au loin. Un soir, alors qu'il jouait aux dames à la lumière de la lanterne, elle leva les yeux et dit « Vous n'êtes pas à quoi je m'attendais, est-ce une bonne chose ?» « Je pense que oui, dit-elle en souriant. Plus tard cette nuit-là, alors qu'elle se tenait près du poêle brossant ses cheveux, elle dit doucement « Je sens que je peux respirer à nouveau. » Pierre rencontra ses yeux. « Alors je garderai cet endroit chaud jusqu'à ce que vous puissiez respirer facilement. » Elle le fixa ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement, et pour la première fois depuis son arrivée, elle traversa la pièce sans hésitation et toucha sa main. La neige s'était croûtée au matin, de la glace mince scintillait sur la ligne du toit et le long des rails du porche. Pierre serra la sangle de sel tandis que Céleste se tenait près de l'enclos, les bras croisés dans son manteau emprunté. Elle regardait la crête pâle. « Je serai de retour avant la nuit, dit-il en ajustant son fusil dans le fourreau de sel. Il y a une ferme à l'ouest d'ici. Vieux couple a besoin de provisions. J'ai promis de prendre de leurs nouvelles après la tempête. » Céleste hocha la tête sans le regarder. « Sois prudent. » Sa voix portait un poids qui n'était pas là la veille, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, mais qu'il sentait s'installer entre eux. Il hésita avant de monter. « Tu es sûre que tu iras bien ici toute seule ? » « Je le suis, je peux garder le poêle allumé. » Elle le regarda alors. « Et je sais comment utiliser ce fusil de chasse près d'eux. La porte si je dois. » Il fit un bref signe de tête et partit. Le craquement des sabots fut rapidement avalé par la forêt au moment où Pierre revint. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le manteau neigeux. Les fenêtres de la cabane brillaient faiblement et de la fumée s'enroulait régulièrement de la cheminée. Il entra brossant la neige de son manteau et s'arrêta net. Céleste avait rapproché le fauteuil à bascule du feu. Un petit pot mijotait sur le poêle et la pièce sentait faiblement la sauge et l'oignon séché. Elle leva les yeux de son tricot, quelque chose en laine grise grossière, et offrit un sourire calme et prudent. « J'ai trouvé la laine dans ce coffre près de la fenêtre, dit-elle. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Il accrocha son manteau à la porte. « Pas du tout, je ne savais même pas qu'elle était là. »« Je m'en doutais, » dit-elle. Il y avait de la poussière sur le couvercle, épaisse comme un dos de livre. Il s'approcha, jetant un coup d'œil au motif dans ses mains. « Vous tricotez toujours ? » demanda-t-il. « Avant ma mère me l'a appris, je m'asseyais sur le porche avec elle le soir avant la guerre. » Il enleva ses gants et s'accroupit près du poêle pour se réchauffer les mains, incertain de comment répondre. Elle n'avait pas mentionné sa mère auparavant. « Je pense que j'avais oublié combien cela me manquait, » ajouta-t-elle. Il se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui manquait ? » « Faire quelque chose de mes mains, quelque chose de calme, quelque chose qui reste où on le met. » Elle rencontra ses yeux et il vit le scintillement du souvenir. Ce ne sont pas le genre qui brise une personne, mais le genre qu'on porte en avant. Plus tard, après le souper, elle sortit un jeu de cartes usées qu'elle avait trouvé caché derrière le bac à farine. Ils jouèrent à la lumière de la lanterne. Pas de mots, pendant un moment, juste le brassage et le claquement du papier sur le bois. « Vous restez toujours seul ? » demanda-t-elle sans lever les yeux de sa main. « Vous voulez dire ici ? » ?»« Je veux dire en général. » Il réfléchit. La plupart des gens ne restent pas longtemps. Vagabonds, mineurs, trappeurs, ils passent, ils s'en vont. Ça devient plus facile de ne pas s'attendre à grand-chose. Elle posa une carte lente et délibérée. Ça semble quand même solitaire, parfois ça l'est. Elle l'étudia un instant, puis dit tranquillement « Je ne suis pas de passage. » Il ne répondit pas tout de suite, posa simplement ses cartes et se pencha en arrière, regardant le feu. « Je sais, les jours s'étiraient, l'on met pas vite. » Céleste prit en charge la cuisson, biscuits au levain avec de la mélasse, galette de maïs mince, frites croustillantes, et Pierre ne se plaignit pas. Elle raccommoda sa deuxième chemise sans qu'on le lui demande et la laissa plier sur le matelas de paille. Un matin, il commença à lui rapporter des choses étranges, de ces rondes, une pomme de pain en forme d'étoile, une pierre lisse couleur de fumée de rivière, un paquet de groseilles séché d'un commerçant près de Medicine Bow. Le soir, elle lisait à haute voix d'un vieux numéro de Harper's Monthly qu'elle avait trouvé sous une planche. Elle faisait les voix deux détectives britanniques raides et des gouvernantes en pleurs, et il riait plus qu'il ne le voulait. Une nuit, après que le feu se soit consumé et que la lampe ait projeté un anneau doré autour de leur chaise, elle baissa le magazine et dit « Vous pensez parfois à quitter cet endroit ?» Il leva les yeux du morceau de cuir qui l'huilait. « Pas vraiment, même quand les tempêtes arrivent et que les rivières gèlent, même alors. » Elle pressa ses lèvres ensemble pensives. «
Je pensais avant que je finirais dans une ville Saint-Louis peut-être, mais maintenant je ne peux pas imaginer dormir quelque part qui n'est pas calme. Il hocha lentement la tête. Certains bruits ne vous quittent jamais, peu importe jusqu'où vous courez. Elle plia le magazine et le posa sur la table. Vous pensez parfois à ce qui vient ensuite. Pierre rencontra ses yeux calmement. Maintenant oui, cette nuit-là, elle n'alla pas directement au lit, elle s'attarda près du poêle, les mains posées sur le dossier d'une chaise. Il se tenait en face d'elle, incertain de quoi dire, incertain de ce dont elle avait besoin. Je pense que j'ai arrêté d'avoir peur, dit-elle d'une voix basse. Je ne sais pas ce qui s'est passé juste quelque part entre ce premier matin. Et maintenant il s'approcha, ce n'était pas seulement le feu, non, ses yeux se levèrent vers les siens. C'était toi. Il prit sa main lentement, lui donnant le temps de se retirer. Elle ne le fit pas, ses doigts s'enroulèrent dans les siens chauds. Vivant, je ne vais nulle part, dit-il. Elle hocha la tête une fois, puis s'appuya contre lui, calme, sûr, et dans le silence entre leurs battements de cœur, quelque chose changea, pas soudainement, pas brusquement, juste le début de quelque chose de stable, quelque chose qui tiendrait. En janvier, la terre devint fragile, sous le poids du gel profond, les arbres craquaient comme des os dans la nuit, et la poignée de la pompe devait être amadouée chaque matin avec de l'eau bouillante avant de céder. Céleste avait pris l'habitude de marcher au bord de la ligne d'arbres juste après le lever du soleil, ses bottes craquant sur la vieille neige, pendant que Pierre transportait du fourrage aux chevaux, ou vérifiait les lignes de collets à un demi-mille à l'ouest. Un matin, alors qu'elle revenait avec un fagot de branches de pin séchées, elle l'aperçut penché sur une branche tombée, son manteau saupoudré de givre, le souffle s'élevant en panache quelque chose dans la position de ses épaules pendant qu'il travaillait, calme, certain. La fit s'arrêter. Elle resta un moment de plus que nécessaire, puis se retourna et rentra cet après-midi. La Pierre apporta une paire de lièvres à raquettes et les posa sur le billot derrière la cabane. Céleste le rejoignit sans un mot, retroussa ses manches et saisit une lame. « Vous avez déjà dépecé du gibier » demanda-t-il pas méchamment, seulement des oiseaux. Et une fois une chèvre, il hocha brièvement la tête et lui montra comment couper derrière les pattes, comment tirer la peau proprement d'un seul mouvement. Elle travailla en silence, la main ferme, ne détournant pas le regard, même quand l'odeur monta forte. « Je voulais être sage-femme autrefois, dit-elle après une pause. Il leva les yeux surpris. Ma mère était apprentie chez une dans le Missouri. Avant notre départ, j'ai appris les herbes, les cataplasmes, comment bander les blessures et apaiser les fièvres. J'avais 16 ans la première fois que j'ai aidé à accoucher un bébé. Vous ne me l'avez jamais dit, vous n'avez jamais demandé. » Pierre posa son couteau. « Pensez-vous que vous voudriez encore faire ça ?» Céleste leva les yeux, la bouche se resserrant légèrement. « Je ne sais pas, chaque plan que j'avais parti en cendres. » Il n'insista pas. Le vent s'était levé, portant l'odeur de la fumée de bois et du froid lointain. Ils finirent en silence. Ce soir-là, Céleste sortit une boîte en fer blanc qu'elle n'avait pas ouverte depuis son arrivée. Elle la posa avec soin sur la table et souleva le couvercle pour révéler un morceau plié de calicot bleu et un peigne à cheveux en argent, son bord ébréché. « Je pensais avoir perdu ça », murmura-t-elle en passant un pouce sur le tissu. Pierre se pencha en avant. « Le vôtre, de ma sœur. Elle portait cette robe le jour où nous avons quitté Indépendance, disait que la couleur la faisait se sentir courageuse. Je ne savais pas que vous aviez une sœur, elle est morte près de Fort Bridge. La fièvre l'a prise avant même que la neige ne tombe. » Pierre ne parla pas, la regarda seulement, alors qu'elle repliait le tissu et fermait le couvercle. « Vous n'avez pas à le porter seul, dit-il finalement. « Je sais, » répondit-elle d'une voix lente. « C'est la première chose que je sais depuis longtemps. » Le lendemain matin, ils partirent ensemble. Pierre devait vérifier un marqueur de sentier qui avait disparu après la dernière tempête de vent. Céleste montait derrière lui sur sa deuxième jument, son écharpe attachée serrée sous son menton et ses bottes empruntées bourrées de chiffons de laine pour la chaleur. Ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau gelé juste avant midi. Le marqueur, une bande d'étain rouillé clouée à un pin, s'était détaché et pendait de travers. Pierre descendit et le répara pendant que Céleste marchait le long de la berge du ruisseau, les yeux suivant l'eau gelée. « Il y a de l'oignon sauvage sous la neige, » dit-elle doucement. « On peut le sentir si on s'agenouille près. » Il la regarda, la façon dont son souffle transformait l'air en brouillard. « Tu te souviens de tout, dit-il. J'ai essayé de ne pas le faire pendant longtemps. » Ils rentrèrent plus lentement, le soleil bas derrière eux. À la cabane, elle glissa de la selle et resta un moment debout, regardant la ligne du toit. « Pensez-vous que les choses se calment quand on arrête de fuir ?» demanda-t-elle. Il descendit à côté d'elle. « Je pense qu'elle commence à guérir cette nuit-là. » Elle n'alla pas se coucher tôt. Au lieu de cela, elle apporta la boîte en fer blanc à nouveau à la table et en sortit 2 brins de sauge séchés du fond pour la protection, dit-elle. Maman les glissait toujours dans les cadres de porte, disait que ça empêchait le mal de s'installer. Elle lui entendit. « Un tu devrais l'avoir. » Il le prit avec précaution. « Seulement, si tu gardes l'autre. » Elle hocha la tête et quelque chose dans son expression tendre se mit en place. Elle prit à nouveau sa main. Mais cette fois, elle ne s'arrêta pas à un simple toucher. « Je veux rester, dit-elle. » Il la regarda calme et certain. « Alors reste pas parce que tu n'as nulle part où aller. »
Mais parce que c'est là que tu veux être. Céleste s'approcha, c'est ça, et quand il se pencha pour l'embrasser, il n'y avait pas de hâte, pas de tempête de feu, juste la rencontre tranquille de deux personnes qui avaient traversé le froid et trouvé quelque chose de solide dans son dégel. En février, les tempêtes s'étaient amincies, mais le froid tenait bon, la neige ne tombait plus en nappe, mais s'attardait en congère le long des pentes nord et des ravins ombragés à l'intérieur de la cabane. L'air était plus chaud qu'il ne l'avait été depuis des mois, et pas seulement à cause du poil. Céleste avait commencé à s'occuper d'un petit panier de racines séchées et de tissus pliés qu'elle gardait près du foyer. Elle les alignait sur la table chaque matin. Angélique, à qui les millefeuilles qu'on soude, et passait de longues heures à trier et moudre ses doigts tachés d'écorce et de cendres. Elle n'expliqua pas d'abord, et Pierre ne demanda pas, mais un après-midi, alors qu'il revenait de chercher de l'eau, il la trouva penchée sur la table, cousant une bande étroite de lin en sachet. « Vous souvenez-vous du garçon de la ferme ?» demanda-t-elle sans lever les yeux, celui avec la toux. Il hocha la tête en enlevant ses gants. Trévis, à peine 9 ans. Elle noua le fil et mit le sachet de côté. J'aimerais y aller demain, j'ai fait quelque chose qui pourrait t'aider. Pierre versa de l'eau dans la bassine près du poêle. C'est un long trajet, dit-il, encore plus long pour revenir, je sais à quelle distance. Elle s'arrêta, séchant ses mains. D'accord, nous irons ensemble. Elle leva les yeux, tu n'as pas besoin de venir, je le veux le lendemain matin. Ils sellèrent les chevaux. Avant le lever du soleil, le sentier était étroit le long de la crête et le vent avait creusé de profondes cavités dans la neige. Céleste chevaucha devant pendant un moment, sa posture droite, son écharpe bien serrée autour de son cou. Pierre observa comment elle bougeait maintenant, pas prudemment, mais avec le genre de stabilité qui venait de savoir qu'elle avait une raison de revenir. La mère du garçon les accueillit à la porte de la maison de scie, ses yeux au bord rouge, et reconnaissant à l'intérieur l'enfant, était recroquevillé sous une courte pointe, son souffle sifflant peu profond à travers des lèvres gercées. Céleste s'agenouilla à côté de lui, sa voix douce mais ferme et mit le sachet dans un bol d'eau chaude, laissant la vapeur monter. Tu dormiras plus facilement ce soir, dit-elle au garçon en tamponnant son front avec un tissu humide, et demain tu voudras du bouillon. Pierre se tenait dans l'embrasure de la porte, la regardant travailler. La mère pressa une main sur sa bouche submergée, et il se détourna pour leur donner à toutes deux l'espace dont elles avaient besoin. Ils rentrèrent dans le crépuscule ambré, le givre scintillant sur les branches nues des peupliers. Céleste amena sa jument à côté de la sienne. Tu n'as pas demandé pourquoi j'ai apporté les herbes, dit-elle. J'ai pensé que tu me le dirais quand tu serais prête. Elle regarda quelque chose comme une approbation silencieuse dans ses yeux. La plupart des hommes que j'ai connus n'attendent pas la permission. Je ne suis pas la plupart des hommes. Non, dit-elle, tu ne le es pas. Ce soir-là, elle ajouta une nouvelle étagère au-dessus du poêle et y aligna les racines et les fagots restants. Elle travaillait sans parler, mais sa présence remplissait la pièce comme un deuxième feu. Pierre la regardait du coin, travaillant un nouveau patch dans une sacoche de sel. Après un moment, il la posa. « Tu penses parfois à recommencer correctement ?» demanda-t-il, pas seulement survivre, construire quelque chose. Elle se tourna vers lui, les sourcils froncés. J'y pense tous les jours. Maintenant elle s'approcha, mais ne la toucha pas. J'ai de la terre, pas beaucoup, mais c'est à moi au sud de la crête. Le sol est meilleur là-bas. On pourrait planter au printemps. Céleste le regarda, et quelque chose dans son expression devint immobile. Tu veux dire pour un jardin, demanda-t-elle. Pour plus que ça, elle ne répondit pas tout de suite. Alla simplement à la fenêtre et regarda les arbres sombres. Je ne me suis jamais imaginé rester à un endroit, dit-elle, mais je ne me suis jamais imaginé quelqu'un m'attendant non plus. Il traversa la pièce lentement. Je n'attends pas, dit-il, je suis là. Céleste se retourna, elle ne sourit pas, mais son regard s'adoucit. Alors je suis là aussi, et quand elle tendit la main vers lui cette fois, c'était avec les deux mains certaines, sûres et sans peur. Pierre la tira près, et ils restèrent là dans le calme, le vent tapant doucement sur la vitre de la fenêtre, la bouilloire sifflant bas sur le poêle. Dehors, la neige commença à fondre, et de lentes gouttes secrètes des gouttières. Le froid profond n'avait pas quitté la terre, mais quelque chose de plus chaud avait pris racine en dessous, et aucun de nœud détourna le regard. Le premier dégel vint début mars, subtil comme un souffle. La neige recula par endroits le long de la pente sud, révélant un sol sombre et des herbes pâles pliées en dessous. Le son du goutte à goutte remplissait le silence entre les rives, et dans les heures les plus calmes du matin, le toit craquait avec une libération lente. Céleste se tenait au bord de la clôture du pâturage, les manches retroussées, les poignets humides debout. Elle avait nettoyé l'auge avec une eau à lame plate, poussant la glace et la pourriture de feuilles qui s'y étaient installées pendant l'hiver profond. Pierre arriva derrière elle avec un seau en cuir à la main, et s'arrêta quand il la vit sourire à quelque chose au loin. « Ses oies sont revenues, dit-elle en montrant du menton vers le ciel lointain, les mêmes peut-être. » Pierre suivit son regard.
Peut-être elles retournent toujours à la même eau si elles peuvent, elles se souviennent, dit-elle en posant là, ou contre la clôture même. Après toute cette distance, il se tint à côté d'elle. Tu penses à aller quelque part, Céleste? Elle secoua la tête, les yeux toujours sur les nuages. Non, j'aime juste qu'elle revienne à ce qu'elle connaisse. Il resta silencieux, regardant ses mains. La droite avait une petite coupure sur la jointure récente, sous ses ongles il y avait deux. La terre, elle avait commencé à fredonner, parfois pas des chansons complètes, juste des fils de mélodie, tranquille pendant qu'elle travaillait. Il ne l'interrompait jamais quand elle le faisait à l'intérieur. Elle étala les graines qu'elle avait troquées avec le vieil homme en ville. Elle était revenue avec plus qu'elle n'avait prévu, haricots courges et quelques paquets de papier de feuilles de tabac. Elle les arrangea en rangées nettes sur la table, les lèvres bougeant pendant qu'elle comptait. Pierre se tenait à la porte, débouclant sa ceinture pour l'accrocher au crochet. Tu prévois de mettre tout ça en terre d'un coup? Je pensais commencer le long de la clôture sud. Ce sol est déjà le plus chaud, je peux marquer les rangées avec de la cendre. Tu auras besoin d'aide? Elle leva les yeux. Je n'allais pas demander. Il traversa la pièce et posa ses mains sur le bord de la table. Tu n'as pas à le faire. Elle toucha un paquet de graines, traçant les lettres imprimées. Je ne pensais pas que je voudrais à nouveau planifié pour une saison, mais maintenant je pense aux cultures de couverture, et si nous devrons clôturer les serres, nous le ferons, dit-il, et nous devrons surveiller le gel. Jusqu'en avril, elle hocha la tête, puis s'arrêta. Quand j'étais petite, je rêvais toujours d'un jardin avec des rangées si droites qu'on pourrait poser une ficelle dessus. Ma sœur me taquinait toujours, disait que j'épouserais un homme avec de la terre sous les ongles. Pierre se pencha. Tu as de la terre sous les tiens. Je l'ai remarqué, dit-elle en souriant. Le lendemain matin, ils travaillèrent côte à côte, retournant la terre avec des bêches que Pierre avait réparées la semaine précédente. Le soleil chauffait leur dos et un faucon tournait. Au-dessus, Céleste portait une bande de tissu attachée autour de son poignet, où cette coupure s'était rouverte. Elle ne le mentionna pas, et il ne demanda pas. À la fin de la deuxième semaine, la première pousse verte apparut. Elle s'accroupit au-dessus, les mains sur les genoux. Les yeux brillants, ce n'est pas grand-chose, dit-elle. Ça le sera, répondit-il. Cette nuit-là, elle s'assit près du foyer, brossant ses cheveux humides. Il regardait la lumière du feu s'accrocher dans les mèches dorées là, où elle séchait. Elle posa la brosse et se tourna vers lui. Penses-tu parfois à ce que cela signifie? Demanda-t-elle. Tout ça. Il bougea dans sa chaise. Tu veux dire la terre? Non, dit-elle, sa voix calme. Ça nous ce qu'on fait. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. J'y pense chaque nuit, quand je me couche avec toi respirant à côté de moi. Elle le regarda calmement. Et je veux construire quelque chose qui tient, pas seulement cette cabane, une vie avec toi. Elle se leva et traversa la pièce pieds nus sur les planches usées. Quand elle l'atteignit, elle prit ses mains et les plaça sur sa taille. Tu sais que je n'ai pas besoin de promesses, dit-elle. Je sais, répondit-il, mais je t'en donnerai une quand même. Elle l'embrassa alors doucement et longuement, ses doigts s'entrelaçant derrière son cou. Il n'y avait pas d'hésitation dans son toucher, pas de peur persistante, juste de la chaleur et une sorte de certitude. Tranquille, ils se marièrent le dimanche suivant. Aucun prêtre ne passait souvent par la crête, mais la femme de la ferme vint, et son mari aussi. Céleste portait une robe qu'elle avait cousue en mousseline teintée pâle avec des baies écrasées. Pierre portait sa chemise la plus propre, celle qu'elle avait raccommodée à la main. Il se tenait sous les branches nues du peuplier, le ruisseau coulant rapidement à proximité, gonflé de fonte. Les mots étaient simples, les anneaux étaient faits de crins de cheval tressés, jusqu'à ce que quelque chose de mieux puisse être acheté. C'était suffisant, plus que suffisant. Après, ils partagèrent le souper avec la famille de la ferme, et Céleste tint la main du garçon, pendant qu'il lui montrait le nouveau sifflet qu'il avait sculpté. La fièvre n'était pas revenue. Cette nuit-là, de retour dans la cabane, Pierre la tira près, sous les courtes pointes. « Es-tu sûre ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle répondit en pressant sa paume à plat sur sa poitrine, sur l'endroit où son cœur battait régulièrement. « Je n'ai jamais été plus sûre de rien. » Les années passèrent, le jardin grandit, puis s'étendit. Des rangées de maïs, puis de pommes de terre, un poulailler suivi. Céleste s'occupait d'une petite pièce, tranquille à côté de la cabane, séchant herbes et racines, enseignant aux futures mères de la vallée comment soulager la douleur et calmer le souffle. Pierre gardait le sentier, chevauchait moins avec un fusil et plus avec un registre aidant à marquer les revendications de terre et à régler les disputes avant qu'elles ne tournent au sang. Ils plantèrent un pommier un printemps, et quand il fleurit la 3e année, Céleste pleura à côté. « Je ne pensais pas que je vivrais pour le voir, dit-elle. Tu n'as pas seulement vécu, lui dit Pierre, tu as construit. » Et elle l'avait fait le soir. Ils s'asseyaient sur le porche avec leurs mains jointes ensemble, regardant la lumière se déplacer sur les collines. Leur vie n'était pas bruyante, elle ne flambait pas, mais elle tenait comme une bonne terre, comme une promesse tenue, comme le genre d'amour qui commence tranquillement et reste.